Bien. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est en 2005, en janvier 2005, j'accueillais Nicolas Sarkozy sur une exploitation à Ablain-Saint-Nazaire suite à une manifestation que nous avions fait ici à Arras et également avec un défilé dans les rues. Alors, Ablain-Saint-Nazaire, c'est une commune du canton de Vimy. Vimy, ça doit vous dire quelque chose, Monsieur Nicolas Sarkozy, puisque c'est la commune de Claude Guéant. Et ici, en 2011, c'est le président de la République qui est parmi nous, dans un autre contexte, une autre situation, d'accueil chez Michael Poyon, et puis une manifestation organisée par les jeunes agriculteurs, et je tiens à les féliciter fortement de cette opération de communication. Et puis je vous dirai, Monsieur le Président de la République, qu'il ne faut pas désespérer du monde agricole. En quelques années d'une opération de manifestation, de revendication à l'égard du monde agricole, on est passé sur une opération de communication à l'égard du grand public. Donc en 2005, vous aviez demandé de venir à la rencontre également des agriculteurs pour connaître un peu ces problématiques et les problématiques particulières à notre activité. C'est en représentant du monde agricole dans toutes ses composantes, puisque je m'exprime au nom de la Chambre d'agriculture. Entre parenthèses, je fais la petite remarque que nous sommes la seule chambre de région au niveau du territoire national, puisque nous avons fusionné les chambres départementales et la chambre régionale. Je vous souhaite donc la bienvenue, Monsieur le Président, dans le plus beau département de France. Parfaitement entretenu par les paysans. Monsieur le Président, vous me direz que toute la France est belle. Je suis entièrement d'accord avec vous, si ce n'est que le Pas-de-Calais, c'est un petit peu plus. Notre département, présenté traditionnellement comme un département industriel, la réalité est tout autre. Et je dirais que la réalité est beaucoup plus subtile, puisque développement industriel, activité agricole en parallèle. Les chiffres que je vais vous donner sont au niveau de la région, puisque nous sommes fusionnés au niveau des chambres d'agriculture. Nous sommes le premier employeur de la région quand on prend l'agriculture avec ses activités en amont et en aval. Le chiffre d'affaires au niveau de l'agriculture est de 11,5 milliards sur notre région, ce qui représente 11% du PIB régional. Et cela dans un contexte de réglementation assez strict, de concurrence avec nos voisins, puisque nous sommes ici aux portes de la Belgique et des Pays-Bas. Voilà, votre parcours en hélicoptère vous a amené à constater que le chef-lieu du département est situé en plein espace rural et agricole. La forêt représente très peu de choses chez nous, puisque nous avions en 1825 60 000 hectares et en 2010 118 000 hectares, ce qui explique que l'agriculture occupe les 3/4 du territoire. Quant à cela, pense que sur notre région, 4 millions d'habitants, 4 millions de consommateurs, je crois que c'est un fait également à souligner. Alors vous comprenez que urbanisation, activités économiques et agriculture sont très interdépendants. Alors cela pose un certain nombre de questions sur le foncier. Mais ici, cette table ronde qui concerne l'avenir des jeunes agriculteurs, cette table ronde où un certain nombre de questions autour de cet avenir sont nombreuses, nous ne pourrons pas toutes les aborder. Qu'ont besoin les jeunes? Les jeunes ont besoin de lisibilité, de visibilité pour s'engager dans cette profession avec l'objectif de vivre dignement de leur métier. Alors, même si le nombre d'installations
n'est pas le plus mauvais au regard du territoire national, nous savons qu'il faut toujours faire mieux. Et puis, nous avons une conviction que si une profession ne se renouvelle pas, celle-ci est condamnée. Donc les installations sont confrontées à un quadruple enjeu. Tout d'abord, autour d'un bassin de production important qui a permis le développement d'activités industrielles liées à l'agroalimentaire. Cela sur ce territoire de 4 millions d'habitants, de 4 millions de consommateurs, comme je l'exprimais précédemment, ce qui explique que chez nous, il existe une tradition au niveau de la vente directe et puis d'un certain nombre d'initiatives qui se sont mises en place au fil du temps, d'avoir d'autres relations commerciales de différents types, entre autres sur les circuits courts. Mais cela ne règle pas tout, car notre agriculture, nos productions sont soumises à des distorsions de concurrence sociale, environnementale, et un certain nombre de questions se posent autour des problématiques concernant des accords, par exemple, sur le Mercosur. Et le dernier point au niveau de ce quadruple enjeu est le sujet de la politique agricole commune, de savoir comment cela va se présenter, et les jeunes ont besoin d'éclairage en la matière. Voilà donc, Monsieur le Président, les sujets que nous souhaitons aborder à cette table ronde, mais il reste un point essentiel que nous devons traiter également, persuadés que nous avons un sujet important là-dessus, c'est les questions qui tournent autour du foncier, qui sont le socle, le foncier étant le socle de notre activité agricole. Nous avons toujours, par principe, accompagné le développement économique de notre territoire. Dernier exemple, Monsieur le Président, la pleine responsabilité qui fut la nôtre sur le sujet du canal Seine-Nord. Aussi, face à une très forte pression sur le foncier, pour les infrastructures, pour les créations de zones d'activité pour l'habitat, comment envisagez-vous de protéger le foncier qui est notre outil de travail? Et je voudrais donner la parole à Karel, ancien président des JA et organisateur de cette belle opération de communication au niveau de la Grand Place. Et entre autres, je voudrais m'adresser au sénateur maire pour lui dire que cette opération met en valeur la Grand Place d'Arras. Donc je voudrais lui donner la parole pour qu'il évoque en même temps le problème de l'installation. Vous me direz quand je pourrai répondre. Parce que... Merci Jean-Bernard. Sinon, moi, je me mets de l'autre côté, puis j'ai moins chaud. Mais je ne voudrais pas laisser des sujets aussi importants sans réponse. Parce que ce n'est pas les questions. Les questions, tout le monde peut le faire, c'est la réponse. Voilà. Et je ne veux pas, moi, partir sans répondre. OK ? Donc, je suis très attentif à ce que vous me dites. Mais si, dans chaque intervention, il y a 18 questions, et si moi, je n'amène aucune réponse, vous allez sortir en disant pourquoi il est venu. Alors, Monsieur le Président, l'installation des jeunes agriculteurs, quel sujet? Sujet hautement important qui a été repris par Jean-Bernard dans toutes ses composantes. Installer des jeunes, ça ne se décrète pas. C'est la résultante d'un ensemble de politiques qui doivent avoir pour objectif de donner un revenu décent aux jeunes qui s'installent, et ceci, et j'insiste bien, sur le long terme. Mais pour pouvoir installer les jeunes agriculteurs, il faut en créer une ambiance favorable à l'émergence de projets. Une dynamique est nécessaire pour assurer la transmission des exploitations. Et j'insiste bien sur le fait de transmettre les exploitations. Mais aussi sur la création de valeur ajoutée. Jean-Bernard l'a dit, dans une région comme la nôtre, il y a de la place pour créer de la valeur ajoutée. L'événement Place Nature qu'on a mis en place avec tous les jeunes agriculteurs en est une vitrine.
Pour pouvoir installer de jeunes agriculteurs, on a besoin de lisibilité. Et je peux vous dire que depuis 3 ans, l'instabilité qui règne n'y est pas favorable. Alors, Monsieur le Président, pour que de nombreux jeunes agriculteurs dynamiques, heureux de vivre leur passion et leur métier, puissent s'installer demain, quels outils allez-vous nous donner pour relever ce challenge? Bon, je ne vais pas répondre tout de suite alors sur le Mercosur et sur la PAC, qui sont des sujets massifs, hein, mais on va, si Jean-Bernard Bayard en est d'accord, le faire au fur et à mesure. Je vais essayer de répondre à la question de la disponibilité des terrains et des jeunes agriculteurs. Première remarque générale, l'agriculture est un élément stratégique de l'économie française. L'agriculture, ce n'est pas simplement un élément de notre identité. L'agriculture, c'est aussi stratégique que le spatial, que l'automobile, que le ferroviaire, que l'énergie. Je ne dis pas que l'agriculture n'a pas une dimension identitaire, mais nous ne pouvons pas céder sur les enjeux agricoles parce que c'est le cœur de la compétitivité de la France économique. J'ajoute que nous sommes 6 milliards sur la Terre, nous serons bientôt 9 milliards, que l'enjeu de la production agricole mondiale est colossal, qu'on a besoin de davantage de production, et une production de qualité. Je sais que Michael n'aime pas quand je parle que de production, il aime quand je parle aussi de qualité. Il y a 2 enjeux. La production quand même pour nourrir la population qui arrive, et la qualité alimentaire, la sécurité alimentaire, pour rassurer le consommateur. Parce que quand Carrel dit « ça fait 3 ans qu'il y a de l'instabilité », Carrel, non. Il y a de l'instabilité depuis beaucoup plus longtemps, avec toutes les crises que vous avez connues. Parlons des éleveurs de porcs. Depuis que je fais de la politique, je n'ai pas entendu quasiment une année où il n'y avait pas une crise. Parlons de la situation sur les cours des fruits. Il n'y a pas une année où il n'y a pas eu de crise. Donc c'est stratégique. Et la profession agricole doit croire en son avenir, parce qu'on aura besoin d'une agriculture de qualité et de plus de production. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut développer l'agriculture, il faut qu'elle change. Je le dis à Jean-Marie, le maire, en le remerciant de son accueil, comme à André, le parlementaire. Ce que nous avons, nous, à vous expliquer, c'est que votre avenir est extrêmement prometteur, mais les conditions dans lesquelles vous exercerez votre profession, forcément, elle va changer. Il y a un certain nombre de raisons, je voudrais vous en donner une. C'est que je pense que ça fait des décennies qu'on essaye de calmer le monde agricole à la drogue de la subvention, alors que la clé, c'est la question de la rémunération de ce que vous savez faire par un prix décent. Oui, moi, c'est ce que je pense. Les agriculteurs doivent vendre leur savoir-faire, leur production, ce sont des entrepreneurs, à un prix qui est au-delà du coût de production. Et pendant des années, on vous a expliqué que ce n'était pas grave, qu'il y avait un prix mondial, qu'il n'y avait qu'à s'aligner sur le prix mondial, que vous, on compenserait avec les subventions. Qu'est-ce qui est arrivé avec les subventions? La paperasse? Bien sûr. Les contrôles, les normes, et puis ensuite les budgets. Il n'y a plus d'argent. Donc il faut qu'on revienne à une agriculture où l'agriculteur est considéré comme un entrepreneur, où il est rémunéré pour son savoir-faire, où il a un prix décent et où l'Europe accepte cette idée pour laquelle, avec Bruno Le Maire, nous nous battons, qu'il n'y a aucune raison d'imposer à nos paysans, à nos agriculteurs, des règles, alors que dans le même temps, on continuera à faire venir des produits dans des pays qui ne
qui ne respectent aucune des règles qu'on impose à nos agriculteurs. À quoi ça sert de faire la traçabilité animale pour l'élevage si on continue à amener de la viande de pays qui ne connaissent même pas le mot traçabilité? C'est le contexte. Alors à partir de ce moment-là, il y a deux questions plus particulières. L'affaire des terrains. Et Jean-Bernard Bayard l'a dit, dans un département comme le vôtre, qui est très urbanisé, vous perdez 1200 hectares chaque année de terres agricoles. La France en perd chaque année, l'artificialisation, je crois de mémoire, c'est 96 000 hectares. C'est comme si chaque année, on perdait 20% de la superficie agricole de ce magnifique département du Pas-de-Calais. Et avec un courage auquel je rends hommage, le président de la Chambre d'agriculture a dit qu'il était le plus beau de France. Ce n'est pas facile à dire ici. Je salue ce courage et cette lucidité. Je dirais, moi, président de la République, c'est incontestablement l'un des plus beaux de France. Bon. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Bon. Alors, comment peut-on faire pour empêcher que des terrains, pour les agriculteurs, passent à des lotissements? Et je me mets à la place des maires. Ils ont la pression. Il y a besoin de logements. On veut développer. Bon. Alors, nous avons prévu 3 choses. La première est le décret sorti en février dernier, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, le préfet qui est là, que je salue. Cette commission sera consultée par le préfet sur toute question relative à la régression des espaces agricoles. Donc plus question que ça se passe dans le silence. Deuxième décision, un observatoire national de la consommation des espaces agricoles qui regardera sur l'ensemble de la France comment ça évolue. Et troisième chose, nous avons institué une taxe sur les plus-values réalisées lorsque des terres nues sont rendues constructibles. Cette taxe sera affectée au financement d'opérations réalisées par les jeunes agriculteurs. Je ne suis pas, moi, un frénétique des taxes, mais terrain agricole, loué ou propriété, qui devient terrain à bâtir, il y a une plus-value, forcément. J'estime, je prends mes responsabilités, qu'il est juste qu'une partie de cette plus-value aille aux jeunes agriculteurs. Je vais venir sur la formation, carré. J'ajoute que je voudrais qu'on rééquilibre un peu les choses entre des gens qui continueront à être propriétaires de terrain et qui le loueront aux agriculteurs, ou des agriculteurs, Michael, qui le garderont dans leur famille, et ceux qui font du lotissement. Voilà, Jean-Bernard, ce que nous avons décidé, ce qui est voté. Je vous propose que pendant 1 ou 2 ans, on laisse fonctionner ce système et qu'on voit les résultats. Si ça ne suffit pas, on fera autre chose. Mais c'est un coup d'arrêt sans précédent à la perte de territoire agricole, je le dis à Jean-Michel, auquel nous avons assisté depuis 25 ans dans notre pays. Sur les jeunes agriculteurs, nous avons un objectif de 7000, c'est ça Bruno, 7000 jeunes agriculteurs installés chaque année. Pourquoi c'est capital? Ceux qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas agriculteurs, doivent le comprendre. Un métier qui n'attire plus de jeunes, c'est un métier qui est fichu. Dire on veut sauver l'agriculture et pas se préoccuper spécifiquement de l'installation des jeunes, c'est comme si on n'a rien dit. Je pense d'ailleurs exactement la même chose avec les chantiers de l'Atlantique où ils fabriquent des bateaux, parce que au chantier de l'Atlantique, je me suis battu pour qu'on les garde. Si on ne fait pas venir des jeunes sous forme d'apprentis pour apprendre le métier des anciens, il n'y aura plus de chantier. Voilà. Donc, priorité, 7000 installations. Nous avons décidé en janvier 2009 d'un dispositif qui est le plan
de professionnalisation personnalisée. Jean-Michel Schaeffer le connaît bien, le PPP. Pourquoi? Parce qu'on ne s'improvise pas agriculteur. C'est ce que je pense. On n'est pas agriculteur simplement parce qu'on est fils d'agriculteur ou fille d'agriculteur. On peut être fils d'agriculteur si on n'a pas la passion, c'est pas la peine. On peut d'ailleurs ne pas être d'une famille d'agriculteurs et avoir la passion. Mais tout se joue sur la formation, la préparation à ce projet, le plan de professionnalisation personnalisée. Et d'ailleurs, j'observe que le métier d'agriculteur, de jeunes agriculteurs, c'est le métier où 10 ans après, on a le moins de gens qui partent parmi tous les autres métiers possibles. C'est pas ça, Jean-Michel? En taux de réussite, ce que je veux dire. Comprenez-moi, le taux de réussite, c'est, vous savez, on forme des gens pour des métiers sanitaires, les métiers sociaux, peu importe, métiers agricoles. 10 ans après, 90% des jeunes agriculteurs qui ont choisi cet engagement, ils sont toujours. Ça, je pense que c'est dû au plan, à la formation et à l'organisation de la profession. Alors, par ailleurs, il faut absolument que nous continuions à lever des contraintes qui pèsent sur l'activité agricole. Avec Bruno, on a donné l'autorisation de circuler avec les poids lourds de 44 tonnes. Là, il faut faire un peu de pragmatisme et arrêter les normes et encore les normes. Les camions de 44 tonnes, ça permet de charger plus de marchandises dessus et c'est moins polluant. Vous pensez que ça a dû revenir sur mon bureau pour qu'on les autorise? Vous vous rendez compte le niveau auquel il faut descendre? Quand des jeunes s'installent, parfois ils veulent rassembler 2 élevages porcins sur une même exploitation. Jusqu'à présent, un jeune s'installe, veut reprendre l'exploitation à côté, eh bien, en récompense de cet effort, on disait, maintenant, vous redéposez un dossier. Il y avait 2 autorisations d'exploitation. Ils voulaient en faire une seule avec les 2. Il fallait faire une nouvelle procédure. Il y a de quoi décourager n'importe qui. On a supprimé ceci. Et on va continuer. Donc, 7000 installations. Et par ailleurs, sur son budget, le ministre de l'Agriculture, j'ai veillé à ce que pas un centime ne soit retiré aux lignes budgétaires qui favorisent l'installation des jeunes. Malgré la crise, Karel, pas un centime. Donc, terre agricole, jeunes agriculteurs, pour nous, c'est essentiel. Mais une fois qu'on aura fait ça, et j'en termine par là, on n'a pas fait le quart de ce qu'il fallait faire. Et le reste, les têtes de chapitre, c'est négociation internationale sur le prix des matières premières, c'est préférences communautaires, c'est sanctuarisation du budget de la PAC, c'est réflexion de la profession et de nous sur comment on distribue, comment on vend ce que vous produisez, c'est organisation de la profession pour peser dans les discussions avec vos partenaires. Sans ça, on n'y arrivera pas. Et enfin, un dernier sujet qui est absolument considérable, qui est le problème de la compétitivité de vos exploitations. Je peux comprendre les déficits de compétitivité avec l'Inde ou avec la Chine, je ne peux pas les comprendre et les accepter avec l'Allemagne. C'est pas possible. Voilà. Voilà, Karel. J'ai essayé de répondre, Karel et Jean-Bernard, aux préoccupations que vous m'avez exprimées, mais je veux que vous sachiez que j'ai toutes les autres derrière. Et alors vous pourriez me dire, mais pourquoi ce n'est pas le ministre de l'Agriculture qui est seul en première ligne sur le sujet? D'abord, il est un très bon ministre, mais c'est un tel enjeu du XXIe siècle, l'agriculture, qu'en tant que président de la République, je vais être à ses côtés parce que ça dépasse le cadre du seul ministère de l'Agriculture. Je veux dire qu'il y a une interministérialité de la profession agricole
fiscale, européenne, internationale, qui fait que je dois m'engager à ses côtés. Parce que le métier va continuer, mais il va changer, Karel. Et j'espère qu'il va changer en bien. Voilà. Voilà pourquoi je m'engage. Ce n'est pas parce que j'ai l'ambition d'être ministre de l'Agriculture à la place, vraiment, honnêtement, j'en ai assez à faire. Mais je suis ici, et je reviens, et je l'avais dit à Mickaël dans l'émission. Les changements sont tellement profonds et l'inquiétude est tellement grande chez les paysans qu'il faut que je m'y implique totalement. Il y a d'autres professions, vous savez, qui sont dans cette situation. Hein, ça va peut-être vous étonner, les médecins. Médecins. Je veux dire que le changement de l'exercice de la profession est tel, vous comprenez ce que je veux dire, que ce n'est pas simplement du ministère de la Santé. Il est quelques métiers, au début de ce XXIe siècle, on aura toujours besoin de médecins, naturellement, on a toujours besoin d'agriculteurs pour se nourrir, mais dont les conditions changent tellement qu'on doit accompagner ces métiers dans une interministérialité totale, complète. Voilà. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous comparer aux médecins et que les médecins ne m'en voudront pas, mais il y a des tels changements dans ces deux professions qu'il faut absolument les accompagner. Bien, merci Monsieur le Président. Je vais passer le relais à Michel Hédin, qui est donc le président de la Prospérité Fermière, une coopérative laitière bien ancrée sur notre territoire et dont ses filiales interviennent au niveau du marché à export. Et également Antoine Villefer, qui lui est agriculteur sur Hénin-Beaumont, qui pratique la vente directe et qui est membre d'un point de collectif de vente sur ce territoire. D'ailleurs, point collectif que nous accompagnons au niveau de la Chambre d'agriculture. Je vais vous demander tous les deux de poser vos questions au Président de la République. Le monde agricole a de tout temps dû s'adapter à la volatilité climatique qui fait partie de son expertise. Par contre, depuis 2003, la décision politique d'abandon des instruments de régulation de la politique agricole commune a eu comme conséquence d'exposer l'agriculture à la volatilité des marchés. L'accélération de la mondialisation a encore aggravé ces phénomènes, devenant ingérables pour les producteurs et notamment pour les jeunes agriculteurs. Même pour notre groupe, la situation est parfois difficile à maîtriser, en dépit de la situation politique, malgré notre politique d'innovation et d'internationalisation qui diminue notre exposition à cette volatilité. À ces facteurs s'ajoute une aggravation de la fluctuation des monnaies. Et nous y sommes confrontés puisque un tiers de notre chiffre d'affaires se fait à l'export. Monsieur le Président, pourriez-vous nous exposer les lignes de la politique française et européenne visant à limiter la volatilité sur le secteur agricole? Bon, si vous me permettez, Jean-Bernard, je voudrais dire un mot parce que c'est absolument crucial. Il y a 1 an et demi, quand avec Bruno Le Maire, nous avons porté au plan international la question de la volatilité des prix de matières premières, tout le monde nous a pris pour des fous. Mais pourquoi? Il y a un marché, le marché fonctionne, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Et tout le monde nous a tapé dessus, pas simplement en France. Un certain nombre de pays producteurs nous ont dit « Ah, en fait, vous voulez nous empêcher de gagner de l'argent avec la hausse des matières premières. Quand c'est bas, vous êtes très contents. Quand c'est haut, vous voulez nous empêcher. » Aujourd'hui, tout le monde voit bien que le système ne peut plus perdurer, que nous allons vers des émeutes de la faim dans le monde qui provoqueront des affrontements d'une violence qui déstabilisera les équilibres. Je parle Monsieur Hédin, des matières premières agricoles, mais je pourrais en dire tout autant des matières de l'énergie fossile ou des autres matières premières. Comme la France est présidente du G20 et du G8, nous avons mis cela à l'ordre du jour. Qu'est-ce que nous voulons? La première chose que nous voulons, c'est
la transparence sur les stocks. Quand il y a une mauvaise récolte, quand il y a des incidents climatiques, ce qui a toujours existé dans l'agriculture, l'incapacité de connaître les stocks des différentes régions du monde crée la panique. Y compris en Europe, monsieur. Figurez-vous qu'il n'y a qu'un seul pays où on connaisse en Europe, au grain de blé près, les stocks, c'est la France. Sur 27 pays. Donc nous disons à l'ensemble des grandes régions du monde, il faut une réflexion sur les stocks. Parce que j'accepte bien volontiers que les matières premières augmentent, monsieur Hédin, si la demande est supérieure à l'offre. Je n'accepte pas qu'elles augmentent parce qu'il y a de la spéculation ou parce qu'il y a une panique, parce que personne ne sait où en sont les stocks mondiaux. Nous voulons la transparence sur les stocks. Deuxième chose, nous souhaitons réguler les produits dérivés sur les marchés agricoles comme nous avons obtenu la régulation sur les produits financiers. Je prends un exemple. Vous savez, il y a des matières premières agricoles qui sont des marchés mondiaux. Je pense au café, au cacao, aux céréales, Il est possible aujourd'hui, à un intermédiaire, d'acquérir 15% du marché physique mondial, global d'une année, de revendre ces 15% avant d'avoir payé 1 centime, d'empocher la plus-value, parce que quand un intermédiaire achète 15% d'un marché physique mondialisé, ça fait monter les prix. Je n'accepte pas ce système. Donc nous sommes en train de convaincre l'ensemble de nos partenaires que quelqu'un qui achèterait une telle proportion serait obligé de payer 25 ou 30% de la cargaison du montant physique de ce qu'il achète. Troisième élément, il faut une coordination internationale. Quand il y a une grande sécheresse et un incendie en Russie et en Ukraine, et que d'un coup d'un seul, les autorités russes décident d'arrêter les exportations de céréales en Afrique du Nord, ça crée un sentiment de panique qui renforce la spéculation. Et donc, nous voudrions qu'avant que quelque autorité nationale ne prenne une décision, il y ait une coordination qui soit engagée. J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais voilà, monsieur Hédin, ce que nous souhaitons faire. À ceci, un complément, là encore, je crois à l'économie de marché, je crois à la nécessité de la liberté du commerce, mais je crois aussi à la nécessité d'abandonner toute forme de naïveté. L'exemple que je prenais tout à l'heure, je le poursuis. Si on aligne les éleveurs français sur le prix mondial, on les ruine. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, il faudrait renoncer à tout ce qu'on impose aux éleveurs et aux producteurs français, c'est-à-dire le bien-être de la condition animale. Allez donc parler en Nouvelle-Zélande du bien-être de la condition animale et de la taille et de la superficie disponible pour les vaches. Il faudrait qu'on abandonne toute la chaîne de sécurité alimentaire avec la traçabilité. Il faudrait qu'on abandonne tout ce que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire quand un jeune agriculteur Carrel s'installe, on l'oblige à refaire la totalité des installations pour qu'elles soient aux normes. Et donc je dis que la préférence communautaire n'est que la contrepartie d'exigences de sécurité alimentaire que nous imposons à nos agriculteurs et que d'autres pays n'imposent pas. C'est leur droit. Mais dans ce cas-là, qu'ils ne viennent pas avec leurs produits de moindre qualité, qui ne respectent pas la sécurité alimentaire du consommateur, chez nous, en ne jouant que sur les prix. Ça, c'est pas possible. Les règles doivent être les mêmes. Je dis d'ailleurs la même chose pour l'industrie. On ne peut pas obliger nos industriels, et c'est ainsi, à respecter l'environnement et continuer à importer des produits venant de pays qui ne respectent en rien l'environnement. C'est la même planète. Voilà.
Voilà la politique que nous souhaitons engager, Monsieur Hunin. Très bien. Bonjour. Donc, je suis Antoine Villefer, je suis agriculteur à Hénin-Beaumont sur une ferme de polyculture avec une spécialisation dans la production de pommes de terre de consommation. Donc, nous avons un atelier de conditionnement sur notre exploitation et nous vendons en fait nos pommes de terre dans des circuits courts, donc à des magasins de proximité en vente directe et notamment dans un point de vente collectif de produits fermiers avec des agriculteurs de mon territoire. Donc, je vais redéfinir un petit peu ce qu'est un point de vente collectif parce que je ne pense pas que tout le monde sait ce que c'est ici. Donc, un point de vente collectif, c'est un lieu où des producteurs mettent en commun des moyens pour commercialiser eux-mêmes leurs produits fermiers directement aux consommateurs. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une gamme diversifiée de produits en un même lieu et que derrière chaque produit, il y ait l'identité d'une exploitation agricole d'un territoire donné. Donc nous, on a ouvert un point de vente collectif sur la commune de Courcelles-et-Lens. Je suppose que vous vous situez où c'est. Voilà. Et il faut savoir qu'on a ouvert ce point de vente-là il y a bientôt maintenant 2 ans et demi. Et ça fonctionne, ça marche bien. On avait des objectifs en termes de volume de vente, en termes de prix de vente aux consommateurs qui ont été atteints. Il y avait aussi une réelle volonté de rétablir un lien avec les consommateurs, c'est-à-dire de leur expliquer notre métier, de communiquer sur nos savoir-faire. Et ça, je pense que c'est essentiel en fait sur un territoire, notamment le mien où la problématique du foncier est très importante et que s'il n'y avait pas ce lien, qu'on n'expliquait pas aux consommateurs à quoi sert l'agriculture sur un territoire, et bien quelque part, il y aurait peut-être plus d'avenir pour cette agriculture. Donc, à travers mes propos, je veux illustrer un petit peu un exemple de circuit court. Donc, parce que la problématique, donc là je vous parle de vente directe, d'une association de producteurs qui font de la vente directe, mais la problématique elle peut être plus large en fait. Qu'est-ce que la commercialisation des produits agricoles en circuit court? Donc c'est un mode de commercialisation de produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, donc c'est ce que nous faisons dans notre point de vente collectif, et c'est ce que d'autres agriculteurs font aussi sur leur exploitation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le circuit court, il peut s'exercer aussi soit par la vente indirecte, mais à la condition qu'il y ait un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc nous, qui faisons la vente directe, on s'interroge un petit peu sur justement le positionnement d'un intermédiaire, parce qu'on veut que nous, agriculteurs, on veut être sécurisés en fait pour le débaucher de notre produit. Et comment dire, on ne voit pas comment, si un intermédiaire se met dans notre chaîne de commercialisation, on n'ait pas des garanties fortes de la part de cet intermédiaire, et ça passera forcément par la contractualisation. Et je pense qu'il faut aussi apporter une garantie forte aux consommateurs de l'origine des produits agricoles locaux. C'est ce qu'on défend. Voilà. Donc ma question, Monsieur le Président, c'est de savoir un petit peu votre vision sur ces agriculteurs qui cherchent à apporter de la valeur ajoutée à leur production, donc par la transformation et par la commercialisation de leurs produits dans des circuits courts au sein d'un territoire. Et aussi de savoir aujourd'hui s'il y a une réelle volonté de l'État d'engager une réflexion globale, donc avec les administrations, les collectivités territoriales, la Chambre d'agriculture, les intermédiaires dont je vous parlais avant, les consommateurs et surtout nous, les agriculteurs, en vue du développement de ces circuits courts. Voilà. Je vais vous apporter des précisions sur le sujet, juste pour dire que le Président de la République, le gouvernement, nous sommes tous favorables au développement des circuits courts. Pour 2 raisons et 2 objectifs qui sont très clairs. Vous avez rappelé d'ailleurs dans votre intervention. La première raison, c'est que nous voulons remettre de la valeur chez le producteur. Et c'est exactement ce que nous a expliqué Mickaël Poyon ce matin. Le producteur agricole, il n'a pas vocation à faire uniquement du produit brut. Il peut aussi valoriser son produit et récupérer la valorisation de son produit pour lui. C'est une excellente chose. Le deuxième objectif qui est très important à nos yeux, ça rejoint ce que disait le Président de la République sur nos positions à l'international, c'est de relocaliser l'agriculture française et de rétablir le lien entre le producteur et le consommateur. Moi, je suis élu pas très loin d'ici, en Haute-Normandie. Quand je vois que dans un certain nombre de collectivités locales, on continue à s'approvisionner en pommes au Chili, parce que les pommes du Chili sont moins chères que les pommes normandes, on frise l'aberration.
Développer les circuits courts, c'est relocaliser l'agriculture sur le territoire français et valoriser les produits français. Alors on a pris un certain nombre de décisions à la demande du président, qui sont des décisions fortes. Je donne juste un ou deux exemples. La modification du décret sur les appels d'offres. Ça a l'air d'être très technique. C'est un enjeu pour vous qui est majeur. Ça veut dire que lorsque ce décret sera modifié, ça fait 6 mois qu'on y travaille avec François Baroin, avec Christine Lagarde, parce que c'est un enjeu majeur, toutes les collectivités locales qui s'approvisionnent en produits agricoles, lorsqu'elles auront à choisir dans leur appel d'offres, dans le marché, elles n'auront plus comme seul critère de choix le prix. Aujourd'hui, elles sont obligées de prendre le produit qui est le moins disant en termes de prix. Si la pomme du Chili est moins chère dans une commune normande que la pomme normande, ils sont obligés de prendre la pomme du Chili. Nous allons introduire un deuxième critère, qui est le critère de la proximité. Si le produit est réalisé à proximité de la collectivité locale, eh bien on choisira le produit qui est réalisé à proximité. Je pense que pour tous les agriculteurs de France, c'est tout de même une excellente nouvelle. Le deuxième point qui est important, c'est d'accompagner ça, on en parlait tout à l'heure avec Mickaël, d'une formation de la restauration collective pour qu'ils puissent transformer les produits que vous réalisez. Tant qu'on n'a pas de formation de la restauration collective et qu'on continue à avoir des cuisiniers dans les écoles, dans les collèges, dans les crèches, qui ne savent que déballer le produit d'un sachet plastique, ça va être très compliqué de développer les circuits courts. Si on a cette formation, ils pourront transformer eux-mêmes vos propres produits, et donc on va là aussi relocaliser l'agriculture, relocaliser la consommation, ça va exactement dans le sens que vous souhaitez, et les instructions du président sur le sujet sont extrêmement claires. J'ajoute juste un dernier point qui rejoint ce que vous donniez comme exemple. Tout ça ne peut marcher, comme pour tout d'ailleurs dans l'agriculture française, que si on apprend à jouer collectif. L'évaluation que je fais depuis un peu plus de 2 ans que le président m'a confié cette mission, c'est qu'un des drames de l'agriculture française depuis des années, c'est l'incapacité qu'on a eue à travailler ensemble. Producteurs, industriels, distributeurs, chacun de son côté, dans la rivalité et dans l'opposition. Il faut apprendre à travailler collectif. Vos points de vente collectifs, ils marcheront par définition que si les producteurs se mettent d'accord pour financer le point de vente, commercialiser, mettre en vente dans de bonnes conditions, valoriser, faire la promotion de vos produits collectivement. Seul, on n'y arrive pas. Même chose pour les circuits courts en liaison avec la grande distribution. Regardez ce qui a été fait par les petits producteurs, initiative que je salue au passage. Comment ça marche? Les petits producteurs se sont regroupés, ils ont des contrats avec une enseigne, Monoprix en l'occurrence, et ils arrivent à valoriser, à commercialiser leurs produits à proximité en valorisant très bien leurs produits. Moi, je crois que l'avenir, il tient effectivement au regroupement, au travail en commun et au retour de la valeur chez le producteur. Bruno a parfaitement dit ce que sont nos convictions. Pour les collectivités locales, je précise, Bruno, ça sera 20% du marché que vous pourrez réserver aux produits de proximité. 20%. On ne peut pas faire 100% pour des raisons qui tiennent aux règles de concurrence, et d'ailleurs ce ne serait pas souhaitable, mais 20%. Deuxième remarque, Bruno, il faut cesser cette erreur qu'a représenté l'éloignement du producteur et du consommateur, Monsieur Whitfer. Parce que les agriculteurs, quand ils vendent à la grande distribution, vous ne vendez pas à vos clients, vous ne vendez pas aux consommateurs, vous vendez à un client, qui est un intermédiaire, Antoine, entre le consommateur et vous. Mais tout l'intérêt qu'il y a dans le rapport entre l'industriel et le consommateur, c'est-à-dire toute l'information que va vous renvoyer en satisfaction ou en insatisfaction le consommateur, vous ne l'avez plus. Et je pourrais rentrer dans le détail les marques distributeurs. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisqu'un certain nombre de PME travaillent pour les distributeurs sur les marques distributeurs et n'ont plus le retour. Donc moi, je suis à 100% pour les circuits courts. Pas simplement ce que je disais à Mickaël tout à l'heure, parce que ça donne un revenu de plus à l'exploitation, mais parce que ça vous remet en contact avec le consommateur final. Parce que si vous, producteurs, vous perdez le contact avec le consommateur, c'est fini. Et c'est pour ça qu'une opération comme celle que vous faites à Arras, Monsieur le maire, est remarquable, parce que ça remet en contact producteurs et consommateurs. Et c'est un dada chez moi, mais si dans les années 50, la profession agricole s'était lancée dans la distribution et avait créé, à l'époque c'était possible,
une grande chaîne de distribution. Aujourd'hui, on ne serait pas là avec Bruno à essayer de vous vendre, ce à quoi je crois d'ailleurs, la contractualisation. Moi, j'ai toujours dit aux agriculteurs, ça ne sert à rien de démonter un grand magasin. Vous ne fâchez pas avec vos clients. Mais en même temps, le problème de la distribution de vos produits, vous avez fait des progrès considérables dans la fabrication, la conception de vos produits. Mais on n'a pas fait le même investissement, et ça change, tant mieux, Antoine. Le fait que vous nous posiez la question est déjà un grand progrès. On n'a pas fait le même investissement dans la distribution de vos produits. Est-ce que vous imaginez un industriel d'un autre secteur que le vôtre ne pas se préoccuper de comment il vend ses produits? Est-ce que vous imaginez ça? Ne pas se préoccuper des magasins qui vont le vendre, du prix auquel on le vend. Et forcément parce qu'on a dopé le système avec des subventions, je dirais, et ce qui fait qu'on ne se battait plus pour le rapport au consommateur, mais pour le dossier à faire et quelle administration voir. Voilà comment le système s'est perverti. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la politique agricole commune. Hein. Ça veut dire que dans toute chose, il y a un équilibre. Il y a des choses qui doivent appartenir au collectif, mais le rapport avec le consommateur, il est consubstantiel pour vous. Bien, je vais donc passer le relais maintenant à Christophe Augedet, qui est éleveur spécialisé en bovins viande dans le département et responsable également des éleveurs au niveau du département, et qui pose un certain nombre d'interrogations par rapport à l'évolution du contexte international et des discussions qui peuvent avoir sur le sujet. Ensuite, je donnerai la parole à André Fajollet, qui est donc député du Pas-de-Calais, pour exprimer un certain nombre d'interrogations qui existent chez les agriculteurs et en particulier chez les jeunes concernant l'avenir, les orientations de la politique agricole commune. Merci Jean-Bernard. Donc, Monsieur le Président, effectivement, je suis éleveur dans ce département de la plus belle race de France, puisque c'est de la Limousine, et dans le plus beau département de France. Sur une exploitation relativement limitée en taille, puisque je n'ai que 50 hectares, et très très spécialisée. Alors, Monsieur le Président, on vient juste à l'instant de parler de commerce et de valorisation du produit agricole. Et juste avant de vous poser ma question, j'aimerais quand même vous donner un sentiment que je pense beaucoup d'agriculteurs partagent dans la salle. Nous sommes confrontés en agriculture à un sérieux problème de fond avec nos interlocuteurs, nos opérateurs de la filière, des différentes filières, et notamment en viande bovine. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, nous, les producteurs, qui essayons de nous organiser, et là-dessus, je reconnais que nous avons encore beaucoup de chemin à faire, parce que nous sommes très très loin du compte. Nous avons énormément de retard. Et de l'autre côté, nous avons des opérateurs qui, eux, font du commerce. Et donc, on ne parle pas des mêmes choses. Nous avons un produit que nous produisons avec un coût de production. Et de l'autre, nous avons des commerçants qui ne sont prêts à payer un prix qu'un prix. Et donc, il faudra remettre de l'ordre dans tout ceci pour que, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on arrive à un produit avec un coût de production qu'il faudra valoriser à travers tout au long de la filière, plutôt qu'un prix auquel on ne récupérera que ce qu'on voudra bien nous donner. On l'a encore vu au début de ce mois, dans la viande bovine, il y a des discussions qui se passent, ils se mettent d'accord, et au moment de finaliser les accords, tout le monde se barre. Permettez-moi l'expression. Donc à un moment donné, il faudra quand même arrêter la fin de la partie, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Donc j'en arrive donc à ma question. Compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, de nos faiblesses d'organisation, des problèmes de la filière et de notre manque de compétitivité, alors manque de compétitivité par rapport
aux contraintes que nous avons, que ce soit environnementales, sociétales, financières, sur lesquelles je ne reviens pas, je ne les remets pas en cause. Il y a des discussions d'accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Je voudrais savoir un peu quel est votre sentiment au sujet de ces discussions. Et s'il devait y avoir un accord de libre-échange, comment vous voyez l'évolution de l'élevage français pour rivaliser avec ces pays? Est-ce que nous devons garder notre modèle agricole actuel, basé un peu sur la gestion des territoires par des hommes dans un cadre économique? Ou alors est-ce que nous devons suivre plutôt leur modèle qui est un modèle de grandes unités industrielles, avec toutes les conséquences que ça aura sur notre avenir au niveau du métier d'agriculteur? C'est très clair. Les études d'impact sur un éventuel accord dit Mercosur conduiraient à une baisse du revenu pour les éleveurs de 20 à 25%. C'est inacceptable. Je ne peux pas l'accepter. C'est clair. Je ne peux pas l'accepter et je ne l'accepterai pas. J'ai beaucoup de considération pour nos amis brésiliens. C'est un pays formidable, qui se développe, qui est une grande démocratie, mais qui doit comprendre qu'il y a une ligne rouge pour nous. C'est la première remarque, donc c'est inacceptable. Et vous savez d'ailleurs très bien que c'est la France qui fait en sorte que les choses ne se fassent pas. Et deuxièmement, je dis aux pays, entre guillemets, non agricoles d'Europe, qu'ils ont les mêmes intérêts que nous, s'ils veulent bien voir la question de l'alimentation sous l'angle de la sécurité alimentaire et non pas de la production alimentaire. Parce que si on commence en Europe à importer des produits dont on ne sait pas comment ils ont été fabriqués, dans quelles conditions, le consommateur anglais, il est aussi exigeant que le consommateur français quant à la question de la santé de ses enfants. Donc l'Europe doit savoir ce qu'elle veut. L'Europe impose des normes, je crois qu'elles sont nécessaires, on ne reviendra pas en arrière, mais l'Europe doit, à ses frontières, dire à tous les pays qui ne respectent pas ces normes que ce n'est pas possible. Qu'il y a des normes européennes qui s'imposent, qu'on soit producteur européen ou producteur extra-européen. Et que si on ne respecte pas ces normes, eh bien on ne peut pas vendre au marché européen. Voilà la position de la France. C'est tout. Je comprends parfaitement la liberté du commerce. Je suis pour le libre-échange, que les choses soient claires. Les grands pays exportateurs comme nous le sommes, nous y avons intérêt. Mais je suis pour la liberté du commerce loyale, à armes égales. Voilà. Et mon propos, d'ailleurs, serait le même à l'endroit de nos grands partenaires. On ne peut pas supporter le dumping monétaire, social, environnemental, sanitaire, agricole dans ces conditions-là. Voilà. Et voilà quelle sera la position de la France dans les négociations internationales. Elle ne changera pas. Et tout ce que je rajouterai obscurcira la limpidité de ce message. Ce n'est pas du tout pour faire me fâcher avec qui que ce soit, c'est simplement une question d'honnêteté. Je ne vois pas pourquoi on doit accepter des produits qui ne respectent pas les normes que l'on impose à nos producteurs. Dans l'agriculture, dans l'élevage, Monsieur Hochel, comme dans d'autres secteurs d'ailleurs. Exactement. On fabrique des jouets pour les enfants. À quoi ça sert de fabriquer des jouets sécures en Europe pour les enfants si on doit importer des jouets fabriqués ailleurs qui sont dangereux? Le problème de l'agriculture est exactement le même. Voilà. Oui, Monsieur le Président. En réalité, quand on regarde dans le rétroviseur, la ferme Pas-de-Calais a changé de fond en comble dans ses productions, dans ses pratiques, grâce à la politique agricole commune.
ceci ne doit pas nous faire oublier un certain nombre de dérives de cette politique agricole. Et dans l'ensemble de votre exposé, vous avez rappelé la nécessité de la préférence communautaire, de la sécurité alimentaire. Or, aujourd'hui, nous sommes devant des difficultés majeures parce qu'il y a incertitude à court, moyen et long terme quant aux nouveaux outils de la politique agricole commune et peut-être aussi, me disent les jeunes agriculteurs, dans une tentation habituelle que nous avons de peut-être rajouter un peu de franco-français. Je le vois quand je préside le comité Éco-Phyto ou quand je m'occupe des questions relatives à l'eau. Et de temps en temps, je suis obligé, avec Monsieur le ministre de l'Agriculture, de rappeler quand même que nous sommes dans un cadre communautaire. Ce cadre communautaire, je sais que vous êtes investi dessus. Comment vous le voyez? Comment pouvez-vous donner le socle de certitude qui permet à nos jeunes et à nos moins jeunes de continuer à regarder l'avenir avec optimisme? André, là encore, on peut répondre très franchement et très simplement. Le premier et le deuxième pilier de la PAC, la politique agricole commune, c'est 50 milliards d'euros, dans les grandes lignes. C'est un grand acquis communautaire. Et sur les 50 milliards d'euros, les agriculteurs français en récupèrent 10. Mais si je regarde l'ensemble de la contribution de la France à l'Europe et de l'Europe à la France a un solde négatif, puisque, enfin c'est compliqué, puisque moi je pense que l'Europe nous apporte plus qu'il nous enlève, hein, je suis très européen. Donc je ne suis pas venu vous expliquer. Moi, vous savez, tant que je serai président de la République, je défendrai l'idée européenne. Voilà. Et spécialement dans cette région qui a tant souffert de la guerre, franchement, l'Europe, c'est notre héritage et notre avenir. Quand vous voyez cette Europe qui a été minée au XXe siècle par des guerres moyenâgeuses, c'est pas il y a plusieurs siècles, hein, c'est hier, des guerres moyenâgeuses. Nous étions le continent le plus violent et le plus instable. Puis ça remonte à loin, c'était au XXe siècle, mais il suffit de voir au XVIe siècle, entre François Ier, Charles Quint, Henri VIII, tout ça, ils se retrouvaient à Calais, hein, mais, hein, Madame le maire, mais c'était Calais qui était pas, qui était sur le territoire, mais qui était une autre enclave. Donc l'Europe nous a apporté la paix. L'Europe est absolument un patrimoine pour nous à conserver. Nous payons 5 à 6 milliards d'euros de déficit entre tout ce que nous recevons et tout ce que nous donnons. Et l'essentiel de ce que nous recevons, c'est la PAC. Ça, c'est une ligne rouge, André. Mais il y en a une autre de ligne rouge. C'est que nous disons à nos partenaires européens que l'autosuffisance alimentaire est un principe de base. Le pouvoir vert, la capacité qu'a cette région du monde, de près de 500 millions d'habitants, à se nourrir. J'ai parlé tout à l'heure de la sécurité alimentaire. Je veux parler de l'autonomie alimentaire. C'est capital. On ne va quand même pas, dans le monde instable qui est le nôtre, renoncer à la capacité qu'ont les Européens aujourd'hui, non seulement de se nourrir, mais d'exporter leur nourriture. Il n'en est pas question. On ne peut pas toucher à cela. Troisième remarque, contrairement à ce que pensent certains membres de la Commission, tous nos enfants, tous vos enfants ne seront pas faits pour faire Bac plus 18. Enfin, je ne sais pas vous, mais enfin, on n'a pas tous que des premiers de la classe, dont le problème c'est de leur faire choisir entre Polytechnique et l'ENA, ou les deux. Il faudra des emplois pour des gens qui ont beaucoup d'intelligence, qui ont beaucoup de capacités, mais qui ne s'expriment pas forcément dans un laboratoire ou dans une salle blanche. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faudra des emplois pour tout le monde. Et l'agriculture, c'est des emplois pour des femmes et des hommes qui ont une autre forme d'intelligence que
celle de celui qui va passer tous les concours ou qui va travailler dans un bureau ou dans un laboratoire. Donc j'en arrive à l'essentiel et j'ai rendez-vous avec le président de la commission, ça tombe bien, aujourd'hui. Là, il vient me voir aujourd'hui à l'Élysée. Et je dirais une chose très simple, c'est que la France veut le maintien du budget de la politique agricole commune à l'euro près. Qu'après on discute à l'intérieur, je vais être honnête avec vous, qu'on discute à l'intérieur des conditions de répartition, je suis d'accord. Par exemple, nous avons fait le bilan de santé de la PAC, où nous avons retiré 1 milliard d'euros aux céréaliers, pour faire clair, pour le donner aux éleveurs. Parce que nous pensons qu'une PAC juste est plus facile à défendre qu'une PAC injuste. Mais nous voulons un budget de la PAC maintenu à l'euro près. Et si on ne veut pas comprendre ça, la France bloquera. Je ne dis pas ça en l'air. Je crois que la France a beaucoup fait ces dernières années pour faire avancer l'Europe. Quand on a eu le problème du référendum perdu, moi, 3 jours avant mon élection, j'ai dit aux Français que si j'étais élu, je ne ferais pas de référendum sur l'Europe. C'était pas si facile de le dire. Ma contradictrice, mon adversaire de l'époque, avait promis un référendum. Moi, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Honnêtement, je pense que demander par référendum, répondre par oui ou non sur une constitution qui avait 150 articles, franchement, c'était pas une bonne idée. Bon, enfin, je donne mon sentiment. André Rip, c'était pas du tout la question qu'il m'a posée, mais c'est complètement ma réponse. Bon, donc, voilà. Mais je l'ai pas fait. Et en refusant de faire... Non, parce que c'est trop facile, vous faites un référendum et vous avez les gens qui répondent à une autre question et vous mobilisez tout le monde contre l'Europe et après on se trouve dans une situation bloquée. La France a beaucoup fait avec les problèmes de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, pour rassembler tout le monde et porter l'idéal européen. Mais je dis très clairement que personne ne s'imagine que nous laisserons détruire la politique agricole commune et que personne ne s'imagine que la France acceptera une réduction du budget de la politique agricole commune. Et d'ailleurs, je n'accepte pas qu'on me dise que les dépenses sur la politique agricole commune, c'est les dépenses du passé et que les dépenses sur les autres domaines, c'est les dépenses de l'avenir. Parce que la santé alimentaire, la recherche sur les aliments, l'autosuffisance alimentaire, si ce n'est pas l'avenir, c'est que je n'ai pas la même vision que les autres de ce que doit être l'avenir. Donc ma capacité à accepter un compromis sur cette ligne rouge, c'est 0 plus 0. Mais je ne sais pas si j'étais assez clair, M. Flageolet. Non, parce que je veux vraiment dire ça, parce que c'est sérieux. Derrière tout ça, il y a l'avenir de femmes et d'hommes. Derrière tout cela, il y a l'héritage européen. La politique agricole commune, c'est la seule grande politique européenne. Donc il y a des tentations d'aller barboter ici ou là, je le sais. Mais elles vont vite s'arrêter, ces tentations. Parce que ça sera sans la France. Et la France a beaucoup d'alliés dans cette affaire. Voilà. Et je le dis, pas pour des raisons politiques, je le dis parce que ce sont mes convictions. J'ajoute que le jour où on n'aura plus personne pour travailler dans nos campagnes, alors on aura des campagnes mortes. Et il ne faut pas croire que le tourisme vert viendra remplacer. Parce que jamais le tourisme ne peut se développer quand il n'y a pas une activité de production. Jamais. Voilà. Donc c'est un enjeu, pour nous, absolument stratégique, sur lequel il ne peut pas y avoir de compromis. Il peut y avoir tous les compromis qu'on veut sur des réallocations à l'intérieur du budget de la PAC. Il peut y avoir tous les changements qu'on veut. Je l'accepte bien volontiers. Pas qu'on vienne me dire, pour commencer, on diminue le budget de la PAC. Non.
Non. Alors dans ce cas-là, on fera sans la France. Hein? On ne peut pas me dire, quand la Grèce, quand l'Irlande, quand le Portugal ont des problèmes, on est bien content d'avoir la France qui vient aider. Hein? Quand il faut faire passer la Constitution ou faire le traité de Lisbonne, on est bien content d'avoir la France, mais excusez-nous, sur les agriculteurs, c'est le passé. Non, notre alimentation, c'est le passé. Dans un monde qui va augmenter de population de 50%. Pourquoi on nous demanderait ça? Est-ce que le président Obama renonce aux fermiers américains? Alors ceux qui n'ont pas de paysans, ben, ils ont d'autres secteurs. Je ne leur demande pas de renoncer. Pour nous, c'est une ligne absolument rouge. Voilà. Enfin, je voudrais remercier une nouvelle fois le maire d'Arras et la population du Pas-de-Calais. Alors, je vais revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes le plus beau ou l'un des plus beaux, mais assurément, aujourd'hui, vous étiez vraiment la population la plus sympathique qui soit. Et l'accueil que vous nous avez réservé, cet accueil est exceptionnel. Je voudrais vous dire une chose en terminant, qui est un petit souvenir. Je suis venu souvent dans le Pas-de-Calais. Souvent. Et notamment à l'époque de Sangatte et de tous les problèmes que vous avez connus à ce moment-là. Je suis venu dans le Calaisis. Je crois que je connais tous les cantons. Et je vais vous dire une chose. Mon attachement pour votre département et pour cette région, elle date de ce moment-là. Parce que je ne connais pas beaucoup de régions françaises qui auraient résisté à ce qu'ont connu les gens du Calaisis pendant plusieurs années, à recevoir des malheureux qui ne parlaient pas un mot de français, Kurdes, Afghans, Éthiopiens, Somaliens, qui venaient, qui atterrissaient à Sangatte parce qu'ils voulaient passer en Angleterre. Et la population, pendant des années, a accepté cette situation sans qu'il y ait eu de violence. Bien, croyez-moi, l'hospitalité des gens du Nord, la gentillesse et la générosité des gens du Nord, c'est pas un vain mot, quand, comme moi, on a vu qu'à 4 reprises ce qu'était le hangar de Sangatte. Voilà, je tenais à le dire, et moi qui suis citoyen d'honneur de la ville de Sangatte, qui m'a été remis d'ailleurs cette médaille par un maire qui, je crois, est décédé depuis, enfin, je ne veux pas dire de mais qui n'était pas de ma famille politique. Mais c'était un homme que j'appréciais beaucoup et pour qui j'avais beaucoup de respect, permettez-moi de le dire, et avec qui on a bien travaillé. Voilà. Et croyez bien que moi qui vais dans toutes les régions de France, qui circule partout, j'ai vu concrètement ce que voulaient dire pour vous les mots solidarité et générosité. Voilà. Et bon, j'ai fermé le hangar, il y a eu beaucoup de discussions avec tout cela, mais franchement, ça m'a créé des liens avec cette région et votre département, qui fait que j'y reviens toujours avec un très grand plaisir. Merci à tous.